Hello everybody, this is Pascal from Neutrality Studies. Bonjour à tous, ici Pascal Lotaz de Neutrality Studies. Et aujourd'hui, je m'entretiens à nouveau avec le Dr Joanna Lei, ancienne députée du KMT à Taïwan, ainsi qu'une dirigeante des médias aux États-Unis. Nous sommes le 7 août, et il y a seulement une dizaine de jours, lors du dernier week-end de juillet, nous avons assisté à une élection assez importante et extraordinaire à Taïwan. 24 parlementaires du KMT étaient menacés d'être démis de leurs fonctions dans le cadre d'une soi-disant révocation de masse ou révocation générale. Or, la révocation est une mesure constitutionnelle appropriée à Taïwan pour destituer des députés avant la fin de leur mandat. C'est un peu comme une procédure de destitution pour un président, car parfois, si quelqu'un a commis un acte criminel ou scandaleux, on peut vouloir le faire quitter ses fonctions avant la fin officielle de son mandat. Cependant, ce que nous n'avons jamais vu, c'est une attaque coordonnée contre autant de parlementaires en même temps, et tous contre des membres du KMT. C'est bien sûr le parti qui détient actuellement la majorité au Parlement, mais pas l'exécutif, qui est dirigé par le président Lai Ching-te, un homme politique du DPP. Or, la procédure de révocation a échoué de façon spectaculaire. Les 24 députés ont tous été confirmés par leur circonscription. Ce que cela signifie, c'est ce que nous voulons discuter aujourd'hui. Alors, Joanna, bienvenue à nouveau. Mais d'avoir invité. Eh bien, merci d'avoir accepté cet entretien, car il n'est pas toujours évident de comprendre la politique locale à Taïwan. Et puisque vous y travaillez vous-même et que vous y êtes engagé, je pense que vous pouvez vraiment nous apporter beaucoup de perspectives. De toute évidence, vous soutenez le camp du KMT, mais j'aimerais en savoir plus à ce sujet. Comment interprétez-vous la situation en tant que membre d'un parti qui a été aussi durement, vraiment attaqué au niveau législatif? Quelle est votre lecture de ce qui s'est passé? Eh bien, je pense que nous devrions appeler cela un rappel général plutôt qu'un grand rappel, qui est un terme utilisé par le DPP. Ils pensaient que ce grand rappel leur permettrait de réussir à renverser la majorité KMT plus TPP au yuan législatif. Ainsi, l'objectif global était de cibler les 31 circonscriptions détenues par les députés du KMT. Et s'ils étaient rappelés, même si seulement 6 ou 7 l'étaient, alors le DPP pourrait renverser la majorité détenue par la coalition KMT et TPP. Il y a donc 3 caractéristiques qui distinguent ce rappel des autres. La première, c'est qu'il est initié par le plus haut niveau du parti, même s'ils l'ont dissimulé sous des organisations citoyennes. Deuxièmement, tous les députés, les 31, ont été visés par la procédure de révocation de manière indiscriminée. Il n'y a donc eu aucune distinction entre les bons et les mauvais députés, ou entre ceux jugés satisfaisants ou non. Troisièmement, il n'y avait pas de véritable raison juridique pour les révoquer. Ils n'étaient pas impliqués dans la corruption, le détournement de fonds ou d'autres problèmes juridiques. Lors de nos précédentes procédures de révocation, il y avait généralement une question juridique en jeu. Les 9 tentatives de révocation individuelle qui ont échoué étaient fondées sur des motifs juridiques. Mais cette révocation-ci est initiée par le parti, indiscriminée, sans aucun fondement légal et purement motivée par des considérations politiques. Oui, bien qu'il faille préciser une chose de plus pour tout le monde. Il y a 3 partis très importants dans votre Parlement. Le KMT, le DPP, qui détient également la présidence, et le TPP, n'est-ce pas, avec un T, pas un D. Donc le TPP et le KMT forment essentiellement l'opposition, qui est maintenant capable de bloquer le DPP au Parlement. Et c'est évidemment une situation très insatisfaisante, car le pouvoir exécutif n'a pas le soutien du pouvoir législatif. Et ce que cela semble être vu de l'extérieur, c'est une tentative de renverser la situation sans organiser d'élection générale, mais en ne visant que des membres individuels.
Or, le DPP affirme en fait que le KMT a essayé de contre-attaquer et de rappeler également des membres du DPP, mais a échoué dès le départ. Donc, pour organiser une procédure de révocation, il faut d'abord recueillir un certain nombre de signatures dans ces circonscriptions. Et le DPP a réussi à le faire, ou plutôt, les partisans du DPP ont réussi à le faire, dans ces 31 districts. Mais dans les districts des membres du DPP, la contre-attaque du KMT a échoué. Est-ce une évaluation juste? C'est une évaluation claire. Permettez-moi d'ajouter quelque chose. Nous avons 5 branches du gouvernement, le législatif, l'exécutif, le judiciaire, et puis nous avons 2 autres branches qui sont propres à Taïwan. L'une est la branche de supervision et l'autre est chargée des examens nationaux. Actuellement, toutes les 5 sont contrôlées par le DPP, à l'exception de la branche législative. Ainsi, les 4 autres branches sont liées au pouvoir exécutif. Celui qui remportera la présidence contrôlera également ces 4 branches. La branche législative est donc la seule où une opposition significative peut exister. Par conséquent, le renversement d'une majorité d'opposition serait très critique. Si cela se produit, les 5 branches seraient sous le contrôle du DPP, ce qui pourrait être qualifié de système totalitaire. Pour revenir à votre deuxième question, la procédure de révocation comporte 3 phases. La première phase consiste à recueillir 1% des signatures. La deuxième phase exige d'obtenir 10% des signatures afin de convoquer une élection, un scrutin. Et la troisième phase requiert que plus de 25% des électeurs locaux soient favorables à la révocation et que le nombre de personnes opposées soit inférieur à ces 25%. Il y a donc 2 seuils, plus de 25% d'accord et le nombre d'opposants doit être inférieur. Si le nombre d'opposants est supérieur, la révocation n'a pas lieu. L'actuelle procédure de révocation menée par l'EPP ou des groupes associés au DPP a franchi les premières et deuxièmes phases. Nous avons donc organisé la première phase de l'élection ou du scrutin le 22 juillet et une deuxième phase aura lieu le 23 août. En réalité, la contre-révocation est une mesure défensive. Lorsque tous les membres du DPP ont été révoqués, puis lorsque tous les membres du KMT ont été révoqués ou soumis à une procédure de révocation, les législateurs du KMT ont dit « Hey, attendez une seconde. Pourquoi devons-nous retourner devant le public et être à nouveau élus? Pourquoi cela ne se passe-t-il pas comme dans une démocratie normale où si le yuan législatif ne fait rien passer, alors l'exécutif renvoie le texte au yuan législatif. Si le yuan législatif n'est toujours pas d'accord, alors on dissout le Parlement et on organise des élections générales pour obtenir un nouveau mandat. Ainsi, avec cette soi-disant révocation générale, seuls les membres de l'opposition ont été réélus ou sont soumis à une réélection. Les membres du parti au pouvoir siègent très confortablement au yuan législatif. Ainsi, la contre-révocation vise à résoudre ce problème particulier et à demander à tout le monde de retourner devant le public afin que chacun soit réélu, examiné par l'ensemble des circonscriptions. Cependant, les révocations menées par des groupes liés au KMT ont fait l'objet d'un examen extrêmement rigoureux de la part du parquet, de la police et des procureurs, puis ont été envoyées devant les tribunaux. Ainsi, aucune d'entre elles n'a réellement franchi le seuil des 10%. Par conséquent, seuls les membres du KMT sont soumis au scrutin du 22 juillet et à celui du 23 août. Donc oui, et l'une des choses que le DPP ne cesse de répéter, c'est qu'il n'a pas initié cette procédure de révocation en tant que parti. Ce sont des ONG distinctes, des groupes de la société civile, qui en ont tellement assez de la politique du KMT qu'ils ont estimé que c'était désormais nécessaire. Je pense que l'accusation portée contre les 31 députés, c'est qu'ils sont trop pro-Chine, qu'ils ne soutiennent pas assez Taïwan, qu'ils sont en gros des traîtres et qui doivent donc être démis de leurs fonctions. Mais le DPP n'a rien à voir là-dedans. C'est la position officielle du parti.
But the DPP had no hand in this. It's the official party line. Okay, let me address it in two ways. The first one is D'accord, laissez-moi répondre de deux manières. Premièrement, la première annonce publique ou le premier appel au rappel a été lancé par le whip le plus expérimenté du parti DPP au yuan législatif, Ke Jianming. Il est actuellement le membre le plus ancien du LI, personne n'est plus ancien que lui, et il a été le whip du parti DP aussi loin que l'on s'en souvienne. Donc c'est lui qui a lancé cela. Ensuite, de nombreux groupes civiques ont organisé des mouvements de rappel au niveau des districts, recueillant des signatures, etc. C'est exact. Mais vers la fin, avant les 22 et 26 juillet, vous avez eu, à commencer par Lei Ching-te Cho-jung-tai, ainsi que le ministre de l'Intérieur, tous les députés et de nombreux responsables locaux qui sont tous venus, montant sur les estrades de ces organisations civiques et appelant la population à rappeler les membres du KMT. people to recall the KMT members. And the battle cry is your second point. Et le cri de ralliement constitue votre deuxième point. Le cri de ralliement de tout cela, c'est que nous, le DPP, sommes anti-Chine et protégeons Taïwan. Eux, le KMT, sont pro-Chine et bradent Taïwan. Par conséquent, tous les membres du KMT ne sont pas dignes de confiance et devraient être révoqués. Ainsi, le cri de ralliement a atteint son paroxysme même lors de l'élection présidentielle locale à Taïwan. Et ces propos ont été formulés ou exprimés par les plus hauts responsables du DPP. Donc, les bornes, le début et la fin, impliquent directement des membres du DPP. Et même le président Lei Ching-te a prononcé les fameux discours d'unité pour encourager une escalade du mouvement de révocation. Il est donc lui-même directement impliqué. Il est indéniable que le DPP a initié, ou du moins annoncé au départ, puis poussé la phase finale au bout du compte. Maintenant, je veux dire, puisque les 24 procédures de révocation qui ont eu lieu il y a 10 jours ont toutes échoué, l'électorat a choisi de réélire ces personnes. Cela envoie un message assez fort, non? Et quelle lumière cela jette-t-il sur la petite dizaine de procédures de révocation restantes qui seront soumises au vote à la fin du mois, n'est-ce pas? Eh bien, les 7 autres sont plus difficiles à battre, entre guillemets, par le DPP parce qu'ils n'ont pas passé le seuil initial de 10%, le seuil de 10% de la deuxième phase, et ont dû être repoussés pour se retrouver dans la deuxième phase. Ce sont donc des acteurs plus expérimentés, des politiciens bénéficiant d'un soutien local plus fort, ce qui les rend plus difficiles à révoquer. Cependant, l'utilisation des forces judiciaires ou du parquet jouera probablement encore un rôle et les organisations qui gèrent cette élection ou le mécanisme de cette élection pourraient également entrer en jeu. Les gens doivent donc rester très prudents. J'ai ajouté le pouvoir judiciaire ainsi que les forces de poursuite, parce que dans notre loi générale sur la révocation, 2016 a vu la première grande modification visant à abaisser les seuils à 1%, 10% et 25%. Mais la deuxième modification la plus importante a eu lieu à la fin de l'année dernière et au début de cette année, introduisant des poursuites pénales pour les éventuels contrevenants au processus de révocation. Auparavant, tout relevait de procédures exécutives. Si vous n'approuviez pas ces signatures en disant qu'elles étaient falsifiées, alors vous les renvoyiez, les supprimiez du total et disiez « Vous n'avez pas assez de signatures, recommencez le comptage ». Mais vers la fin de l'année dernière, ils ont de nouveau modifié notre loi sur la révocation en faisant potentiellement une infraction pénale. C'est un problème pour le KMT, n'est-ce pas? Parce que souvenez-vous, le KMT a essayé de lancer une procédure contre des membres du DPP et maintenant certaines personnes font l'objet d'une enquête pour falsification. Donc en fait, les partisans du DPP disent « Regardez, non seulement le KMT a tenté sans succès de contre-attaquer, mais en plus, ils ont même falsifié les signatures pour obtenir une révocation. Ce sont en fait des criminels. Quoi qu'il en soit, ils sont maintenant sous enquête.
et cela est lié à cette manière plus stricte de comptabiliser les signatures pour une procédure de révocation. The signatures toward the recall. Right. In the past, there were no noteworthy C'est exact. consequences of, Par le mistakes passé, il n'y in avait the pas de results sanctions signature. notables pour les erreurs dans les signatures de rappel, car de nombreux groupes civiques allaient recueillir des numéros et des signatures. Donc, certaines personnes pouvaient signer de manière incorrecte, tandis que d'autres pouvaient saboter intentionnellement vos efforts en vous donnant de faux numéros afin de vous discréditer, n'est-ce pas? Il y avait donc un fort potentiel d'abus. Mais vers la fin, en décembre et au début de cette année, la loi a changé. Et désormais, les personnes risquent jusqu'à 5 ans de prison, ce qui permet même d'incarcérer des gens avant que les preuves ne soient claires. Laissez-moi vous expliquer un peu. Nos règles actuelles permettent d'incarcérer des personnes au secret, en les empêchant de communiquer avec qui que ce soit si elles sont soupçonnées d'avoir commis un crime grave, ce qui est défini comme passible d'une peine allant jusqu'à 5 ans de prison. Ainsi, l'an dernier, lorsque cela a été révisé, cela a permis au procureur de demander l'incarcération de toute personne ayant commis ce que l'on appelle une falsification de signature. Cette loi a-t-elle été révisée lorsque le KM détenait déjà la majorité au yuan législatif? Mais je pense que c'était à cause du timing, car il venait tout juste de terminer les élections et personne ne faisait vraiment attention. La loi a été adoptée très rapidement, avant le début du nouveau mandat. Donc cela a quand même été adopté par l'ancienne majorité du DPP au yuan législatif. Je déteste accuser mes autres collègues, mais je pense qu'ils n'ont tout simplement pas fait attention parce que cela a été adopté à la fin de 2023, début 2024. D'accord. Donc en gros, comment une loi peut changer et entraîner des conséquences imprévues par la suite? Parce que je pense que le seuil pour lancer une procédure de révocation a également été abaissé. Plus bas. Cela a été fait en 2016, juste après l'élection de Tsai Ing-wen. D'accord. Donc d'un côté, l'accusation est que c'est un abus d'un instrument juridique. De l'autre côté, l'autre camp affirme que non, tout cela est normal, que c'est le processus politique que nous avons. Et en fait, le résultat confirme simplement que le processus démocratique garantit que la volonté du peuple est respectée. Maintenant, qu'est-ce que cela signifie, puisque le TPP ou ses partisans insistent autant sur le fait qu'il s'agit d'un référendum, sur le fait que le KMT est trop pro-Chine? Qu'est-ce que cela nous dit sur le sentiment général à Taïwan concernant cette rhétorique pro- et anti-Chine? Je pense que de l'extérieur, de nombreux médias internationaux ont effectivement soulevé ce point en disant que puisque vous en avez fait un référendum et que le référendum s'est exprimé. Laissez-moi vous donner les chiffres. Environ 6,2 millions de personnes ont voté, soit environ 32% de l'ensemble des électeurs de l'île. Parmi eux, environ 1,6 million ont voté pour la révocation, soit 26,4%. Un autre 2,3 millions de personnes ont voté contre la révocation, soit 37,4%, une différence de 11%. Donc, si c'est un référendum, le référendum n'a pas été adopté. Il a en fait été rejeté par environ 11% d'au moins un tiers de tous les électeurs à Taïwan. Cependant, il s'agit d'électeurs, pas de la population totale. Mais la réaction du DPP, des hauts responsables jusqu'aux politiciens de niveau intermédiaire, c'est que cela montre simplement à quel point la Chine continentale a infiltré Taïwan, a modifié le sentiment social à Taïwan, et que nous devons être plus vigilants face à l'infiltration de la Chine continentale. Vous pouvez donc voir comment ils ont déformé la situation, en disant que ce n'est pas parce que nous avons échoué ou parce que les gens se sont exprimés contre ce sentiment pro-Chine ou anti-Chine,
mais parce que la Chine a été trop maligne, trop intelligente et a eu trop d'influence dans la politique locale. Cela a également été repris par le discours final de Lai Ching-te, dans lequel il a déclaré « Poussons plus loin et plus fort la deuxième phase du rappel du 23 août ». Pensez-vous que cela soit réellement vrai ou qu'un nombre significatif d'électeurs étaient simplement agacés par toute cette affaire et ont voté contre la révocation parce qu'en général, ils pensaient que c'était simplement une mauvaise idée? Cela en ferait donc non pas une question de sentiment pro ou anti-Chine, mais plutôt une question sur la manière dont les gens utilisent le système politique pour évincer leurs rivaux. Et ensuite, pensez-vous qu'il y a eu une ingérence dans cette affaire? Concentrons-nous peut-être sur l'accusation. La Chine a-t-elle, de quelque manière que ce soit, secrètement ou ouvertement, par des déclarations publiques, tenté d'influencer le résultat? La Chine a effectivement félicité Taïwan pour l'échec de la procédure de révocation à la fin de la journée. Mais je pense qu'ils ont pris grand soin de ne pas donner l'impression de s'immiscer dans les affaires locales intérieures. Car, après tout, il ne s'agit pas d'une élection présidentielle, mais d'un législateur individuel. Cependant, nous voyons également une autre force à l'œuvre ici. Il y a une influence très forte sur les réseaux sociaux et une surveillance des données par un groupe soutenu par les États-Unis. On pourrait donc dire qu'il y a peut-être une ingérence internationale, mais il ne s'agit pas seulement de la Chine, il pourrait aussi y avoir une implication américaine. Mais revenons à la façon dont les gens ont réagi. Bien sûr, après ce samedi-là, les gens ont commencé à sourire. Du moins, les personnes que je connais se sont mises à sourire dans la rue, car nous avons été la cible de nombreuses attaques directes et d'accusations de la part des groupes civiques pendant environ 6 mois. Ils affirment que toute personne qui ne va pas signer avec eux ou ne se range pas de leur côté est pro-Chine, anti-Taïwan, n'aime pas Taïwan. Vous devez partir. Vous êtes des impuretés. Vous n'appartenez pas à cet endroit. Ils ont donc abusé de ce soi-disant pouvoir civique en faisant même pression sur les personnes âgées et d'autres citoyens plus vulnérables. Il y a donc 3 raisons potentielles à cette réaction finale. La première, c'est que le DPP a probablement trop joué la carte anti-Chine. Ils ont mal évalué les sentiments du peuple taïwanais. Leur sentiment anti-Chine a été mal calculé ou mal représenté par l'ensemble des mouvements civiques, car c'était leur principal programme politique. Lors de chaque procédure de révocation d'un législateur, il faut soumettre une raison, expliquant pourquoi on souhaite révoquer ces personnes. On les accuse d'être pro-Chine et de ne pas aimer Taïwan. C'est donc universel. On ne peut pas nier que c'est le thème principal de cette campagne. Mais le DPP a probablement mal évalué le sentiment anti-Chine à Taïwan. La deuxième raison, selon moi, est vraiment rationnelle. Elle montre la résilience et la force des mouvements démocratiques à Taïwan et à quel point notre système est solide. Les citoyens attendent du gouvernement qu'il agisse correctement. Ils ne s'attendaient pas à ce que le gouvernement se concentre uniquement sur la lutte politique et néglige les actions immédiates. Donc, à partir de la procédure de révocation, il y a les tarifs douaniers, il y a le typhon, il y a aussi la polarisation de la société, il y a beaucoup de confrontations. Tout cela relève d'attentes simples. Les gens attendent simplement que le gouvernement du DPP soit capable de gérer ces questions. Et le fait qu'il ait négligé ces problèmes et qu'il ait continué à se concentrer uniquement sur la révocation est assez décevant, même pour leurs partisans. Voilà pour le deuxième point. Et le troisième, c'est que si vous regardez la liste des 24, vous pouvez constater qu'aucun d'entre eux ne dépasse un seuil d'environ 28%. C'est leur plafond. Et cela, pour moi, constitue la troisième erreur de calcul du DPP.
Le DPP a surestimé son soutien en jouant la carte anti-Chine. Il s'attendait à rallier davantage de personnes à leur camp pour rappeler les législateurs du KMT, mais ils n'ont pas dépassé leur base. Leur soutien de base, à ce jour, dans les 24 districts examinés, reste autour de 28%. Ainsi, ces trois facteurs nous ont menés au résultat final. Le désaccord dépasse l'accord de 11%. Davantage de personnes sont en désaccord avec cette approche. D'ailleurs, la participation électorale est de 66%, ce qui est extrêmement élevé, presque exactement le même taux que lors de notre élection présidentielle, qui est de 70%. On voit donc que les forces de polarisation sont bien présentes. Tous ceux qui avaient le droit de voter sont venus voter et ont exprimé leur opinion. Et quand tu dis que c'était environ 26% contre 37%, qu'est-ce que je rate? Il reste quoi? Le reste correspond aux personnes qui n'ont pas voté. Ah, de l'ensemble, oui, parce que c'est basé sur le nombre total d'électeurs. Ah, d'accord, d'accord. Électeurs éligibles. D'accord, d'accord, d'accord. Très bien. Donc sur l'ensemble des électeurs éligibles. D'accord, très bien. Et ensuite, parlons peut-être un peu plus de ces ONG, parce que dès qu'on entend cela, du moins dans le contexte européen, on pense immédiatement aux moyens par lesquels les institutions américaines tentent d'influencer la politique à l'étranger. Et nous savons désormais avec certitude que le National Endowment for Democracy et l'USAID ont des programmes entiers visant à encourager la création d'ONG dans des pays étrangers, afin de les aider à créer une sorte de façade de mouvement civique qui soutient ensuite les intérêts américains à l'étranger. C'est désormais sans aucun doute ce qui s'est passé en Ukraine. C'est sans aucun doute ce qui se passait en Géorgie. Et cela est également appuyé par d'autres formes d'infiltration via la CIA. Nous savons désormais cela avec certitude, même pour l'Ukraine, comme le fait que, depuis 2014, la CIA était présente et impliquée. Et bien sûr, avec Taïwan, qui occupe une place aussi centrale dans la stratégie pacifique, il doit exister des liens à plusieurs niveaux. Maintenant, y a-t-il des craintes que certaines parties du milieu des ONG à Taïwan puissent bénéficier des mêmes types de flux financiers en provenance des États-Unis qu'en Europe? Disons que pour ce rappel particulier, il n'y a aucune preuve d'une implication directe des États-Unis, et c'est logique puisque cela ne concerne pas un changement de régime. Les autres cas que vous avez cités impliquent souvent l'utilisation de groupes civiques pour provoquer un changement de régime, mais celui-ci n'en implique pas. Il n'y a donc aucune preuve d'une implication directe et peu de soupçons concernant un financement direct. Cependant, il existe des acteurs majeurs de la politique taïwanaise qui sont soutenus par et entretiennent des liens de longue date avec les organisations que vous avez mentionnées. Par exemple, la NED, Freedom House, et la fondation Open Society. Deux d'entre eux sont particulièrement notables. L'un est Shen Boyang, qui est actuellement député du DPP. Il est député sur liste nationale, il n'est donc pas passé par une élection de circonscription. En fait, il était le deuxième le plus nommé dans le classement. Pour qu'un jeune occupe ce rang, beaucoup soupçonnent que cela a un lien avec ses relations de longue date aux États-Unis. Et il bénéficie du soutien du NED, de Freedom House et de la fondation Open Society avec des financements traçables. En plus de cela, il dirige actuellement Doublethink Lab. Pour votre public, ils sauront ce qu'est Doublethink Lab. C'est utilisé dans de nombreuses sociétés. Il occupe donc une position centrale très forte auprès du DPP et des liens américains dans le cadre des soi-disant mouvements démocratiques fondés sur les valeurs à l'échelle mondiale. Et il joue un rôle clé dans ce rappel général. Il s'est exprimé, il a participé à de nombreux rassemblements et il a été l'un des porte-paroles les plus remarqués de ce rappel général. En réalité, il était le porte-parole le plus notable accusant le KMT d'être pro-Chine et de brader Taïwan.
La deuxième personne, dont les faits sont très bien documentés avec de nombreuses preuves, est Tang Feng, également connue sous le nom d'Audrey Tang. Elle s'identifie désormais comme femme, ce qui fait d'elle une figure emblématique de la diversité, de l'équité et de l'inclusion. Audrey Tang a été soutenue par les États-Unis et a donc occupé un poste de ministre sans portefeuille avant de devenir ministre des Affaires numériques. Elle a mis en place tous les systèmes de vérification des faits, de surveillance numérique et de surveillance des réseaux sociaux pour le gouvernement, qui a dépensé d'énormes sommes d'argent pour mener une guerre en ligne. Il existe en réalité de nombreuses organisations spécialisées dans la guerre en ligne. Actually, many online warfare organizations. So both Shen Boyang and Tang Feng, both of these Ainsi, Shen Boyang et Tang Feng sont tous deux des acteurs majeurs du DPP dans les mouvements de guerre en ligne et numérique. Si l'on regarde cela, même s'il n'y a peut-être pas d'implication directe, lors de la dernière administration, car je pense que l'administration actuelle est un peu différente, ils entretenaient des liens très étroits avec les mouvements de Taïwan en tant que partenaires de valeur, soutenant son agenda de diversité, et ainsi de suite. On peut donc dire qu'il existe des alignements stratégiques intégrés au sein de la haute direction du DPP et au yuan législatif, qui soutiennent les soi-disant groupes civiques dans la conduite de campagnes locales visant à révoquer des membres du KMT. Jusqu'à un certain point, ce genre de lien est naturel, et c'est ce à quoi on pourrait s'attendre, non? Je veux dire, certains groupes ont simplement des systèmes de valeurs différents et pensent que nous devrions être plus proches des États-Unis ou d'autres pays. Et ensuite, ils essayent de mobiliser autour de cela. Dans une certaine mesure, c'est normal. Là où cela devient anormal, c'est lorsque la prise de décision est externalisée et que des lieux comme l'ambassade des États-Unis dirigent en quelque sorte certains efforts qui mènent ensuite, disons, à des manifestations de masse. Et pour ce genre d'activité, du moins pour cette révocation, nous n'avons aucune indication de cela, évidemment. Nous n'avons aucune preuve ni indication, pas aussi claire que pendant le mouvement des tournesols. Le mouvement des tournesols et le mouvement de Hong Kong présentaient des signes évidents d'implication directe, voire de quartiers généraux les aidant à élaborer des stratégies. Mais je pense qu'il est important de noter que des personnes comme Shen Boyang, qui a été impliquée et soutenue par ces organisations, les organisations américaines, pendant très longtemps, avant qu'elles n'apparaissent sur la scène politique. Et même aujourd'hui, alors qu'il occupe un poste politique au yuan législatif en tant que législateur, sa famille continue de gagner de l'argent en Chine continentale, alors même qu'il accuse d'autres d'être pro-Chine. Ainsi, ces doubles standards ont été exposés cette fois-ci, montrant qu'il y a peut-être d'autres raisons qui les poussent à lancer une attaque aussi directe et virulente contre toute personne ayant un lien avec la Chine. Alors, dans l'ensemble, où en sommes-nous maintenant qu'un second tour de procédure de révocation est prévu concernant environ 7 autres législateurs? Mais comme vous l'avez dit, on s'attend à ce qu'ils soient probablement eux aussi confirmés dans leurs fonctions. Où cela nous place-t-il par rapport à Taïwan? Et vous savez, il faut rappeler que Taïwan, c'est la République de Chine, n'est-ce pas? C'est le nom officiel. Je veux dire, nous avons une situation non résolue depuis la guerre civile, et nous avons la Chine continentale, avec la République populaire. Donc la République et la République populaire, où cela nous mène-t-il en matière de politique étrangère? Et quelles sont les perspectives pour ces entités politiques? Eh bien, je pense qu'à ce stade, nous avons un peu de répit. Si les 31 députés étaient tous révoqués, il serait facile pour la Chine de conclure qu'il n'y a aucun potentiel de négociation politique à travers le détroit de Taïwan. Car alors, le DPP dirait qu'il a le mandat du peuple et contrôlerait les 5 branches du pouvoir. La Chine pourrait alors en déduire qu'il n'y a aucune chance de résolution pacifique et pourrait choisir une autre voie.
Donc, à ce stade, puisque cette révocation a été stoppée et que celle du 23 août le sera aussi, je l'espère, le DPP ne pourra pas prétendre avoir le mandat du peuple pour déclarer l'indépendance de Taïwan ou pour accroître davantage les tensions à travers le détroit de Taïwan. C'est une bonne nouvelle. D'après le processus politique interne à Taïwan, nous ne nous attendons à aucun changement significatif du statu quo, ni dans la rhétorique concernant ce statu quo. Oui, parce que le DPP a tout de même conservé sa base électorale, n'est-ce pas? Environ 28% dans certains districts. Dans d'autres districts, ils sont descendus à environ 20%. Mais dans leur bastion, ils ont encore des endroits où ils ont maintenu leur base. Il faut donc comprendre que le DPP n'a pas échoué en tant que parti, même s'ils ont utilisé un discours anti-Chine pour ce rappel général. Mais en tant que parti, il n'a pas échoué. La politique locale va donc continuer comme d'habitude, avec des élections locales qui approchent très vite, en 2026. Il y aura des élections locales pour tous les magistrats de comté, les maires locaux et les conseils municipaux. Mais je pense qu'il est important d'envoyer un message au monde extérieur. Les habitants de Taïwan n'adhèrent pas tous à la position du DPP, qui affirme un fort soutien aux extrémistes de l'indépendance taïwanaise. Et cela envoie un message à la fois à la Chine continentale et aux États-Unis, et espérons-le au reste du monde qui veut jouer les chevaliers blancs et venir sauver Taïwan du grand méchant loup de l'autre côté du détroit de Taïwan. Parce que la rhétorique ou la stratégie que le DPP a présentée au monde, c'est que nous sommes la démocratie modèle, nous sommes le partenaire de valeur, et le grand méchant loup de l'autre côté du détroit de Taïwan va nous envahir. Donc vous, puissance mondiale, venez nous protéger et protéger la ligne de vie dans le détroit de Taïwan. Protéger Taïwan est une chose. Protéger le détroit de Taïwan en tant que ligne de vie économique est une seconde raison pour les puissances internationales de jouer les chevaliers blancs. Et nous l'avons déjà vu. Récemment, l'ancien Premier ministre britannique est venu à Taïwan et a déclaré qu'il était prêt à soutenir Taïwan en cas de tension. Vous avez les Français, les Néerlandais et les Britanniques qui viennent tous dans notre région du monde et affirment qu'ils seraient nos chevaliers blancs. Donc, si des personnes en dehors de Taïwan pensent que tout le monde veut faire la guerre à cause de la position indépendantiste de Lai Ching-te et que nous sommes prêts à nous sacrifier jusqu'au dernier et qu'ils doivent donc venir à notre secours, ils pourraient alors prendre une mauvaise décision stratégique. Mais cette fois, la procédure de révocation envoie un message différent, disant « Attendez une seconde, la plupart des Taïwanais veulent en réalité le statu quo. » Et en fait, sur la scène politique, c'est toujours divisé. Ce n'est pas une position universelle de soutien au président actuel. C'est vrai. Cependant, le fait malheureux est que même avec un large soutien du public en faveur de la réconciliation avec l'autre camp, il est toujours possible de pousser des pays au bord du gouffre. Et nous l'avons vu en Ukraine. Volodymyr Zelensky a remporté son élection avec environ 60%, un score assez élevé, sur un programme de réconciliation avec la Russie. Mais il a très vite été ramené à l'ordre, retenu, entre autres, par les ONG, par la pression de l'Occident et par ses propres ultranationalistes. Maintenant, pour Taïwan, je ne pense pas que nous ayons ce type d'ultranationalistes qui menacerait les autres de mort s'ils ne choisissent pas l'indépendance. Et il se peut que nous n'ayons pas un réseau d'ONG solide pour pousser à des mesures d'escalade. Mais avons-nous maintenant, avec le KMT, un parti qui a en quelque sorte, vous savez, reçu la confirmation que tenter d'établir des liens à un niveau inférieur, pas au niveau présidentiel, mais à un niveau inférieur avec la RPC, serait possible. Je veux dire, parce que je me souviens que votre ancien président, une fois qu'il n'était plus président, M. Ma Ying-jeou, se rend parfois en tournée de bonne volonté sur le continent.
et cela contribue à faire comprendre qu'il existe à Taïwan un groupe qui souhaite réellement entretenir de meilleures relations avec le continent, n'est-ce pas? Est-ce désormais envisageable? Right. Is that now on the cards? I think there are two thresholds and very difficult Je pense qu'il y a deux seuils très difficiles à franchir pour le KMT et ils doivent collaborer avec le TPP. Le premier est le fort sentiment anti-chinois imaginatif qui imprègne la société taïwanaise depuis environ 6 mois. Les gens ont commencé à détester la Chine sans raison ou pour des raisons imaginaires. Il faut donc utiliser de nombreux porte-paroles s'appuyant sur des faits ou des expériences pour progressivement changer cette spirale du silence. Tant que cela ne change pas, aucun politicien n'exprimera ouvertement sa volonté de coopérer avec la Chine continentale, même pour des raisons économiques, car cela serait perçu comme un suicide politique. Par exemple, on peut voir la maire de Taichung, Lu Shuyan. Elle voulait résoudre de nombreux problèmes de Taïwan, et le meilleur endroit pour proposer ces solutions serait probablement la Chine continentale. Mais elle a décidé d'aller en Australie ou de rendre la Chine. Et je pense que c'est un geste politique très calculé et intelligent, ne pas s'exposer à de vives critiques sans avoir de résultats solides et bénéfiques à présenter. Donc, premièrement, il s'agit de l'ère du temps. Le sentiment général doit être progressivement modifié, même légèrement. Et on commence à voir quelques signes encourageants. Il y a un YouTuber qui s'appelle Guan Zhang, un personnage très intéressant. Il était critique envers le KMT, mais il est allé en Chine et a vu de ses propres yeux à quel point il avait été trompé par le DPP. Il est donc aujourd'hui extrêmement populaire, avec un public immense, et il a réussi à toucher des jeunes comme jamais auparavant, des personnes que ni vous ni moi ne pourrions atteindre. Ainsi, il y aura beaucoup de ressentis personnels et de témoignages individuels qui petit à petit viendront corriger cette idée fausse et cette désinformation. Mais deuxièmement, il est certain que le KMT doit collaborer avec le TPP, non seulement parce qu'ils veulent additionner leurs voix, mais aussi parce que leurs électorats sont complémentaires. Le KMT compte de nombreux partisans âgés et élitistes, tandis que le TPP attire beaucoup de jeunes soutiens enthousiastes. En fait, je pense qu'ils ont formé de nombreux jeunes politiciens prometteurs, mieux adaptés aux élections locales que ceux du KMT. Donc, s'ils peuvent travailler de concert, même si leur plateforme nationaliste reste différente, ils sont tous deux ouverts à une coopération avec la Chine, mais leur stratégie pour avancer diverge encore. Dans les élections locales, si les deux partis coopèrent, alors l'élection de 2026 pourrait révéler une nouvelle image de Taïwan aux yeux du reste du monde, notamment des États-Unis et de la Chine. Peut-être vers la fin, je veux dire. Pouvez-vous simplement m'expliquer comment il est possible qu'il soit encore si difficile politiquement de collaborer avec la Chine continentale, même au niveau provincial, alors qu'en réalité, la Chine, le continent, est votre plus grand partenaire commercial. En termes d'importation et d'exportation, c'est le plus important. Je veux dire, les marchandises circulent dans les deux sens, les services aussi, autant que je sache. Mais d'une manière ou d'une autre, au niveau politique, il n'est toujours pas vraiment possible de travailler ensemble. Pourquoi? Malheureusement, le tourisme est presque totalement à l'arrêt. Le tourisme est presque complètement à l'arrêt. Les visas d'entrée, c'est donc presque fermé, et même les échanges scolaires sont presque à l'arrêt. C'est vraiment regrettable. Mais regardons la période de 2008 à 2016. Sous l'ère de Ma Ying-jeou, nous avons accepté de signer des accords à travers le détroit de Taïwan, plus de 20 accords et 11 ou 12 réunions ministérielles de haut niveau. Nous avons résolu toutes les questions pratiques concernant la possibilité pour les gens de voyager, d'être chercheurs invités, étudiants, de faire des affaires ensemble. Nous avons donc une relation de longue date
et nous pouvions faire tout cela. Aujourd'hui, le seul obstacle est idéologique. Ce n'est même plus une question de politique, c'est simplement un blocage idéologique à une relation commerciale des plus raisonnables, qui serait gagnant-gagnant. Pour appuyer ce que vous avez dit, en ce qui concerne les droits de douane auxquels nous faisons face de la part des États-Unis, si l'on regarde au-delà des semi-conducteurs, les autres produits que nous vendons aux États-Unis relèvent de l'industrie manufacturière intermédiaire et à faible marge. Ceux que nous vendons à la Chine continentale sont à forte marge. Leur contribution à la richesse de Taïwan est donc bien plus importante que le simple chiffre du commerce total. Refuser de travailler avec la Chine est donc stupide et suicidaire, surtout après que TSMC et tous ses joyaux nationaux auront été délocalisés et transplantés en Arizona. Si vous êtes comme Kingde, vous devez réfléchir à la manière de faire avancer l'économie taïwanaise dans l'ère post-tarifaire. Et c'est là votre principal défi. Si vous ne le faites pas, et si vous ne vous ouvrez pas à la Chine continentale, touristes, entreprises, échanges transdétroits, alors vous n'aurez pratiquement aucun substitut pour combler un vide aussi important laissé par l'absence des États-Unis. Oui, mais je veux dire, les États-Unis imposent également des droits de douane très élevés à Taïwan. Et le type de politique extractive que suivent les États-Unis inclut aussi Taïwan. Pensez-vous donc que même au sein du DPP, cela va conduire à une remise en question de son approche en matière de politique étrangère et de politique économique? En ce moment, il y a une personne à la tête de l'Institut de recherche sur les affaires de la Chine continentale du DPP qui s'est exprimé avec une certaine ouverture d'esprit et une approche ouverte concernant les relations d'affaires entre les deux rives. Les autres suivent tous Lai Ching-te, car Lai Ching-te a non seulement persécuté Ko Wen-je, qui était le dirigeant et président du TPP, mais il a aussi persécuté les dirigeants du parti au sein du KMT. Il a également persécuté l'opposition de son propre parti. Ainsi, des personnes qui ne font pas partie de la faction de Lai Ching-te subissent les mêmes enquêtes judiciaires et sont accusées de détournement de fonds ou de mauvaise utilisation des fonds de campagne, et ainsi de suite. Lai Ching-te est donc très sévère et exerce une poigne de fer au sein de son parti contre les partis d'opposition et contre le reste de la population. Il maintient une ligne très stricte. Alumnos, si vous êtes avec le DPP et que vous souhaitez être nommé l'année prochaine, vous devrez alors tout ce que Lai Ching-te vous demandera de faire. Et vous ne vous attendez pas à ce qu'il reconsidère sa position concernant l'alliance stratégique avec les États-Unis, ou pas une alliance, mais une collaboration. Avec les États-Unis, je pense que c'est son espoir. Il espère qu'avec l'héritage laissé par Tsai Ing-wen et Bi Khim-hsiao, avec le gouvernement précédent, qui était un gouvernement démocrate, il aurait suffisamment d'atouts ou de capital pour travailler avec le gouvernement actuel. Mais je pense qu'il se trompe probablement sur ce point précis, car le dernier gouvernement appréciait Taïwan pour avoir été le premier pays à appliquer les politiques DEI selon leurs règles, mais le DEI n'est pas ce que Trump apprécie. Donc, ce qui a fonctionné avec le gouvernement précédent ne fonctionnera probablement pas avec le gouvernement actuel. Si Lai Ching-te mise sur l'héritage ou le reste de la bonne volonté, il devra probablement revoir sa stratégie. C'est ça. Le problème aux États-Unis, c'est que peu importe ce qu'il faut faire pour satisfaire à leurs exigences, l'objectif change pratiquement tous les jours. Joanna, avons-nous oublié d'aborder un point important concernant la situation actuelle de Taïwan? Ou avons-nous globalement couvert les aspects essentiels de Taïwan? Il y a une chose que j'aime et concernant le pouvoir judiciaire. La veille du rappel général, le 25 juillet, les 7 nouveaux juges nommés à la Cour suprême n'ont pas été confirmés.
ils ont tous été rejetés. Ces 7 juges n'ont pas été rejetés uniquement pour des raisons politiques, mais aussi parce qu'ils n'étaient pas des candidats appropriés pour diriger le pouvoir judiciaire. S'ils avaient été confirmés, l'ensemble du pouvoir judiciaire aurait connu un bouleversement majeur. Par exemple, le candidat le plus notable, le numéro 1, serait devenu le président de notre Cour suprême et le président de notre yuan judiciaire, qui est la branche judiciaire. Cette personne est un procureur qui n'a jamais siégé en tant que juge. Il n'a aucune expérience constitutionnelle ou judiciaire, il n'est donc pas qualifié pour ce poste. Donc si, pendant des années et des années, notre réforme judiciaire a consisté à séparer les pouvoirs du parquet, qui sont liés à la branche exécutive, du système judiciaire, des tribunaux, nous essayons de séparer ces deux entités pour préserver une certaine indépendance. Si nous utilisons le chef du parquet pour diriger le système judiciaire, les tribunaux, cela envoie un signal très fort à l'ensemble du système judiciaire, en civil, en pénal et dans les tribunaux administratifs, et même à la Cour suprême et à la Cour constitutionnelle. Ainsi, les 7 ont été rejetés. Nous avons échappé de justesse à une autre possibilité, celle de voir le système judiciaire complètement renversé et placé sous le contrôle de l'exécutif actuel. Nous avons préservé, au moins nominalement, une possibilité de séparation des pouvoirs et d'équilibre des pouvoirs. Donc, en général, je veux dire, il n'est pas seulement de la révocation, mais aussi de cette décision judiciaire qui montre qu'actuellement, les différentes forces politiques à Taïwan s'équilibrent mutuellement, n'est-ce pas? C'est là où nous en sommes. Exactement. Et cela s'explique par le fait que le KMT et le TPP détiennent toujours la majorité au yuan législatif. Si la procédure de révocation avait abouti, il n'y aurait plus aucune protection contre un système totalitaire, avec les 5 branches du pouvoir sous le contrôle du même dirigeant ou du même parti. Bien sûr, le DPP dira « Non, 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 tout cela serait parfaitement juste, équitable et correct, et uniquement dans le cadre des mandats accordés. » Mais c'est là que la rhétorique politique entre en jeu. Joanna Lei, c'était très intéressant. Si les gens veulent vous suivre, vous intervenez aussi régulièrement en chinois, n'est-ce pas? Sur les médias taïwanais. Régulièrement sur CTI, il y a une émission de commentaires le dimanche soir et j'y participe régulièrement. D'accord. Si vous souhaitez suivre Joanna Lei et que vous parlez chinois, alors regardez CTI dimanche soir. Joanna Lei, merci beaucoup pour votre temps aujourd'hui. C'est pas quel?